Bonjour à tous, Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Aujourd'hui, dans nos capsules techniques, on va jaser de ressources humaines, mais on va surtout regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos employés avant même de penser à recruter. J'ai la chance aujourd'hui de avoir un expert du côté des ressources humaines avec mon ami David Devin. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Écoute, David, d'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu prennes 2 secondes pour te présenter pour qu'on puisse un peu faire connaissance avec qui tu es. Puis par la suite, j'ai plusieurs questions pour toi sur le sujet d'aujourd'hui. En fait, j'ai depuis près de 17 ou 18 ans, j'œuvre dans le domaine des ressources humaines. Je suis quelqu'un qui est assez curieux. J'ai débuté en relation de travail, là, mais j'ai rapidement fait le saut comme généraliste et j'ai eu beaucoup de dossiers là, en termes de rémunération. Surtout au niveau opérationnel, mais beaucoup au niveau stratégique aussi. Là. Donc, depuis 17-18 ans, dont 5 années là, à titre de cofondateur d'Impact Partenaire d'affaires. Et on offre aux entreprises et aux OBNL un guichet unique de services conseil RH qui leur permettent de se démarquer comme employeur. Excellent. Merci, David. Ça fait le tour un petit peu de ton expertise. Donc, tu es la bonne personne pour jaser de fidélisation d'employés. Mais je veux juste placer le contexte. Là, pourquoi on décide de parler de ça cet après-midi? Oui, c'est sûr que le sujet de l'heure, c'est la pénurie / rareté de la main-d'œuvre. On a aussi entendu parler, là, je pense surtout aux États-Unis, là, de la grande démission, là, comme étant un terme où des grands pans de société ont changé de travail ou ont décidé de devenir gentleman farmer là, pour certains ou autre chose. Tout ça pour se rendre compte que ça crée, on a beaucoup de difficultés à recruter. Donc, on aimerait ça, chez Espace OBNL, donner des outils aux gestionnaires, puis même au conseil d'administration, parce qu'on va aller au deuxième niveau aussi par rapport à l'embauche des directions générales. Là. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que les gens ne quittent pas? Quand je commencerais, là, je te lance ça comme première question. Comment faire pour éviter que nos employés nous quittent? Là, je ne parle pas de nos femmes ou de nos conjoints ou de nos conjointes. Là. Comment on fait pour garder notre personnel? Ben, en fait, il n'y a pas de baguette magique, hein? C'est un ensemble de l'œuvre. Faut s'assurer d'une équité de traitement au niveau du marché externe. Faut être à l'écoute. Faut faire preuve de flexibilité, d'être à l'écoute, apporter du soutien. Je pense qu'on doit, plus que jamais, dans le marché de la main-d'œuvre actuelle, on se doit d'être créatif. Comme quand je dis, là, il y a pas une il y a pas une baguette magique, mais j'étais avec un entrepreneur qui me disait qu'il avait des bas salariés en fait dans son organisation. Puis lui, il faisait de la bouffe, communautaire. Et dans le fond, il faisait beaucoup de repas dans la journée. Puis il s'est rendu compte, là, dans le fond, que c'était difficile pour certains de ses employés là, de joindre les deux bouts avec l'inflation qu'on connaît là, dans les dernières années. Puis il s'est dit, dans le fond, tant qu'à faire 2000 repas par jour, si j'en fais 2004, ça ne changera pas grand-chose à ma production. Fait que quand je parle de flexibilité, d'écoute, de personnalisation de l'offre comme employeur, je pense que oui, il y a un ensemble de pratiques de gestion, mais il y a aussi de penser à toujours faire plus, toujours faire mieux, selon la personnalisation de votre entreprise. Parce qu'on voit que la vapeur a renversé. Il y a encore plusieurs générations de gestionnaires et de gens qui sont en tête d'organisations qui viennent de l'époque où c'était les boss qui avaient le pouvoir. Là, c'est plutôt les employés qui ont le pouvoir. C'est un renversement assez majeur, puis je pense que ça change des paradigmes aussi. Là. Mais considérant que les OBNL là, ont pas mal des ressources limitées, là, tu viens de parler de repas, là, mais c'est quoi les autres éléments non reliés au salaire qui peuvent être mis en place puis qui peuvent nous aider à offrir plus à nos employés sans nous coûter une fortune? Ben, en fait, tous les éléments de conciliation travail-famille, on n'a que penser au télétravail, là, qui est une facilité qui permet de joindre les deux bouts, famille, travail. On n'a pas de déplacement. Je vous dirais, on en a parlé, mais les congés, les vacances, oui, il y a de la charge de travail en moins qui est faite, mais je veux dire, c'est pas un coût supplémentaire pour l'organisation d'offrir plus puis d'avoir un éventail de congés de vacances supplémentaires. On accompagne même une organisation dont digne de mention, là, dont le taux de roulement est
est à 0. Puis je leur demandais comment est-ce qu'ils ont fait, dans le fond, comment est-ce qu'ils font pour se démarquer puis continuer d'attirer. Puis en fait, eux, à l'embauche, demandent aux futurs employés quels horaires ils ont le goût de faire. L'employé dit, ben moi, j'ai le goût de faire 25 heures semaine parce que moi, je suis monoparental, j'ai 2 enfants. Ben, non seulement il accepte, il propose, mais en fait, ils mettent tout de l'avant dans leur planification pour pouvoir respecter les attentes de tous les employés. Je pense que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est vraiment traditionnellement, on allait à faire une proposition de salaire ou une proposition la même pour tout le monde, puis on mettait des échelons, puis c'était one size fit all, comme on dit en anglais. Puis je pense que si j'écoute ce que tu dis, puis je comprends ce que je vois dans la réalité aussi, puis ce que je vois à gauche et à droite, on s'en va complètement vers quelque chose de beaucoup plus personnalisé. En fait, la personnalisation va permettre aux OBNL de passer à travers, selon moi. En fait, le salaire, c'est effectivement là, c'est majeur là, quand on consulte les gens, les employés, mais il y a tous les facilitants autour de ça. Là, en fait, il y a un ensemble de pratiques de gestion qui sont facilitantes, mais pour les attirer puis qu'ils puissent vivre les pratiques de gestion, il faut minimalement démontrer de la flexibilité sur ce sur quoi on a un levier. Puis c'est un peu pour ça que je pense aux congés, aux vacances. C'est des must. Hein? Maintenant, là, on entend parler de la conciliation travail-famille. C'est plus un lubie, là. C'est une obligation. Là. Les nouvelles générations sont pas comme les anciennes où le travail était la vie. Là. Maintenant, les gens travaillent pour avoir une vie. Là. Donc, je pense qu'il y a une obligation d'adaptation. Puis rapidement, je crois sincèrement que la flexibilité en lien avec la conciliation travail-famille, donc les congés, les horaires, la flexibilité des vacances. Puis tu sais, quand on parle de flexibilité au niveau des horaires, là, c'est que s'il y a du trafic jusqu'à 9h, puis les gens veulent commencer à 9h15, là, mais comme tu disais si bien tantôt, l'ancienne expression, je vais en prendre un autre, là, la batte bleue pour tout le monde, c'est plus à jour. Là. Exactement. Ça marche plus. Il y a deux éléments de la rémunération globale qui sont importants. Puis, ceux qui ne savaient pas, là, pour ceux qui nous écoutaient en ligne, Espace OBNL a fait une étude en 2021 sur la rémunération. Et il y a 2 chiffres qui nous ont impressionnés. Puis je veux t'entendre là-dessus. La première étape, c'est l'absence de régime de retraite. Dans les répondants, il y a plus de 64% qui nous ont dit qu'ils n'en ont pas. Puis les assurances collectives, 55% qui n'en ont pas. On a eu plus que 850 OBNL qui ont répondu. C'est des lacunes majeures. Dans l'ensemble de la rémunération, puis dans l'ensemble des conditions pour en retenir les gens, c'est-tu 2 éléments importants? Ou c'est pas grave, puis on peut continuer à avoir des chiffres aussi élevés? En fait, c'est préoccupant. On fait souvent des sondages, nous, auprès d'employés là, de toutes sortes. Là. Le numéro 1, c'est toujours le salaire. Là. Fait que c'est sûr que d'optimiser, maximiser notre enveloppe salariale. Mais les gens sont convaincus, en fait, que c'est super dispendieux, l'assurance collective et les RVAR. C'est effectivement le cas. Là. Quand c'est mal géré puis pas suivi, ça peut devenir un puits sans fond. Par contre, nous, sans être des courtiers, là, en fait, je suis pas un courtier, là, mais j'ai travaillé avec certains courtiers dans des OBNL, puis il y a lieu et moyen de faire grandement à moindre coût, là, de compléter la RAMQ. On a travaillé différents contenus sur le sujet, puis il va y en avoir d'autres là, avec nos amis de chez Lucier, là, puis il y a des mutuelles, puis il y a différents outils dans l'assurance collective qui permettent de le rendre plus accessible, effectivement. Exactement. Mais en fait, c'est pas le numéro 1 parce que ça demeure toujours le salaire, mais c'est pas mal dans les pensées, les plus grandes préoccupations des employés d'avoir un minimum de garantie s'ils se blessent en assurance invalidité. Excellent. Écoute, un autre point qui nous a surpris dans l'étude, puis je pense qu'il faut qu'on l'aborde, c'est les heures supplémentaires. 79% des gestionnaires nous ont dit qu'ils ont fait des heures puis qu'on ne leur a pas nécessairement payé. On le sait, dans le milieu des OBNL, des fois, tu es dans ton entrevue d'embauche, puis on dit, tu sais, tu vas faire plus de temps que ça pour qu'on te paye.
On va te payer 28 heures parce que c'est le budget qu'on a, mais quand tu vas prendre la job, tu vas en faire 40, 45. J'aimerais ça qu'on parle de ce problème. Parce que moi, je pense que c'est un problème, cette philosophie-là, là, puis que ça a une influence. Puis actuellement, je vois beaucoup de gestionnaires qui vont choisir un travail où justement la gestion des heures supplémentaires va être relativement limitée, puis où on va leur donner des garanties qu'ils n'en font pas, ou s'ils en font, ça va être payé sur temps et demi, temps double, dépendamment de ce que les normes du travail mettent en place. Là. Premièrement, c'est quoi l'obligation de la part des conseils d'administration à ce niveau-là, les heures supplémentaires? En fait, tu l'as soulevé rapidement, là, mais la loi sur les normes du travail oblige tout temps passé 40 heures de travail d'une semaine à être payé à temps et demi. Il pourrait être mis en banque, par contre, là, il n'est pas obligatoirement payé. Il pourrait être banqué, comme on dit, là. Toutes les heures avant 40 peuvent être banquées en temps régulier, puis au-delà, à tout et demi. C'est normal, là, je serais menteur de dire que si tu fais 15 minutes ou 1 heure de plus que ta semaine prévue dans ta semaine de travail prévue, sont peu fréquentes des organisations qui vont le rémunérer, mais quand c'est sur une base continue, c'est selon moi, quand on parle de la loi sur les normes du travail, c'est les normes minimales en application sur le marché du travail. Ouais. On parle d'un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on parle de difficulté d'attraction, de rétention, de demander plus, d'offrir moins. C'est dans le fond, les gens, à partir du moment où ils sentent qu'ils ont une iniquité de traitement, c'est là qu'ils pensent à nous quitter. Fait que dans le fond, j'essaie de ne pas être trop politique dans ma réponse, là, mais de payer le temps supplémentaire ou de reconnaître minimalement en temps le temps qui a été fait en temps supplémentaire est dorénavant, à mes yeux, une norme minimale. Il y a encore il y a encore une pensée sur le marché que les cadres, eux, sont payés à l'année et sont là pour en faire plus. Mais encore là, moi, je vois un vent de changement où, dans les périodes les plus mortes, les cadres aussi reprennent le temps qu'ils ont donné. On va un petit peu bifurquer des conditions de travail pour aller vers quelque chose de plus macro. On va parler de stratégie d'organisation. Dans les bonnes pratiques d'organisation, il y a la mise en place d'une planification stratégique qui amène un plan d'action, puis qui amène à avoir une vision plus orientée vers le futur de l'organisation. Malheureusement, je vois beaucoup d'organisations où ça bloque au CA. C'est le conseil d'administration qui a établi ce plan-là, puis c'est lui, puis peut-être des fois sa direction générale qui vont le garder des fois dans une tablette ou dans un tiroir. Là. C'est quoi l'impact que ça a sur la rétention, puis sur à la fois aussi la mobilisation, de ne pas être au courant de la stratégie ou de ne pas la faire percoler à travers les employés? En fait, c'est que pour être mobilisé, un employé doit comprendre en fait, son travail doit avoir du sens au sein de l'organisation. Il doit savoir pourquoi il travaille. C'est une prémisse de base, là. En fait, puis je vais aller encore plus loin, Stéphane, dans ton point. Souvent, il y a la planif stratégique, mais il y a aussi la révision du modèle d'affaires, là. Les employés, souvent, on pense qu'il est... écoute, je dis pas que c'est généralisé, là, mais ils ont souvent les réponses à beaucoup de nos questions, de nos préoccupations. Et s'ils ne savent pas vers où on s'en va, ils ne peuvent pas influencer le bateau à rentrer à bon port, en fait. Fait que je vous dirais, j'en ai vu beaucoup, moi aussi, là, des planifications stratégiques dans des tiroirs avec des objectifs organisationnels dans les tiroirs ou aucune réflexion sur le modèle d'affaires. En fait, c'est que ça donne pas de sens à l'organisation, ça donne pas de sens, ça donne pas de gouvernail aux employés. Je pense que tu as tout à fait raison. Puis même, on va aller un petit peu plus loin, mais j'aimerais ça que tu me parles de l'influence de la culture d'une organisation. Dans quoi ça affecte la rétention? En fait, la culture y est pour beaucoup, là. Si les gestionnaires, si les bottines ne suivent pas les babines, il y a beaucoup de départs quand on fait des entrevues de départ qui sont liées à des promesses non tenues ou à des valeurs non respectées. Je pense juste au respect. Souvent, quand on regarde les manuels d'employés ou les guides d'employés ou justement les planifications stratégiques, dans les premières valeurs qui ressortent, il y a le respect. Mais si c'est pas vécu à l'interne, les gens font le lien assez vite. Dans le fond, on devrait toujours prendre pour acquis que la personne en avant de nous est plus intelligente que nous, là.
Puis on éviterait beaucoup de problèmes. La culture, en fait, c'est de faire vivre la vision, la mission, les valeurs, la philosophie de gestion, les pratiques de gestion. Puis ça a un impact direct sur le climat de travail. En fait, je dis pas qu'on n'aurait pas de taux de roulement avec une superbe culture. Par contre, il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas des moyens financiers énormes puis qui ont pourtant une main-d'œuvre extraordinaire, là. Souvent, on se pose la question comment ça se fait que l'autre est réussi puis pas moi. Ben, c'est qu'il fait vivre une expérience employée digne de ce nom grâce à sa culture. Puis moi, je l'associe grandement à ses valeurs. Oui, puis je pense que je vais faire un aparté, puis je vais même rajouter une petite parenthèse pour les employés en général, il y a une grosse portion qui appartient aussi au leadership de la direction. Là. À quel point on a, puis je le dis sur toutes les plateformes qu'on a chez Espace OBNL, la job d'un DG ou la job d'une direction générale ou d'une DG, surtout d'une DG, c'est la mobilisation. Tu es là pour mobiliser ton CA, tu es là pour mobiliser tes parties prenantes et tu as un gros travail à faire sur la mobilisation de tes employés. Et à l'inverse aussi, il y a des employés qui vont rester en poste ou qui vont être motivés à rentrer le matin parce qu'ils sont inspirés par les gens qui sont à la tête de l'organisation aussi. Fait que ça, je le détache un petit peu de la culture parce que c'est pas quelque chose d'organisation, mais c'est quelque chose qui est relié souvent au tempérament ou aux aptitudes de la part de la direction générale. Puis dans la pratique que j'ai depuis que on a pas commencé avec Espace OBNL, c'est un point commun à travers les directions générales qui sont fortes puis qui sont mobilisatrices. C'est un leadership envers les employés, puis un respect et en même temps une envie de continuer à travailler avec ces gens-là. Là. Fait que peut-être juste retenir en sous-titre ce que je veux dire pour les conseils d'administration, c'est que quand vous choisissez des gens, c'est pas juste les compétences ou l'expérience. Il y a des aptitudes reliées au leadership puis à la mobilisation qui sont importantes pour conserver notre personnel aussi. En fait, un DG sans ses équipes, Stéphane, il ira nulle part. On pourrait le prendre de cette façon-là. Là, pour, oui, puis même ceux qui sont. Puis moi, je vais aller un petit peu plus loin dans le sens que même ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls ne le sont pas parce qu'ils ont un conseil d'administration, ils ont des bénévoles, ils ont des prestataires, ils ont des bénéficiaires. Fait que quand on pense que, ouais, écoute, je suis le seul employé, je suis tout seul, non, tu n'es pas tout seul. Tu mobilises d'autres gens autour de toi. Tu n'as pas toujours des employés, mais il y a une importance auprès des autres humains qui contribuent à faire avancer la mission. Écoute, comme dernière question, justement, on va aller un petit peu là. On dit souvent que le conseil d'administration a un seul employé ou une seule employée, puis c'est la direction. Tu sais, tous les employés sont ceux de la direction. Comment le CA peut s'assurer que le personnel ne va pas quitter, même s'ils n'ont pas un rôle de supervision directement sur les employés? Donc, c'est quoi la finesse que le conseil d'administration peut mettre en place pour se garder au courant avant même d'apprendre qu'il va y avoir un gros taux de roulement? Là? Ben, en fait, il y a toute une reddition de compte là, que le CA peut s'attendre là, de la part de la direction générale. Puis je vous dirais, tu as effectivement raison, quand on demande de la reddition de compte par rapport au taux de roulement, le mal est déjà fait, les gens ont déjà quitté. Il pourrait potentiellement y avoir des indicateurs sur la mobilisation des employés. Maintenant, la façon de le mettre en œuvre, là, il y a toute une notion de confidentialité là, dans la collecte des informations, mais je vous dirais là, de demander une reddition de compte sur le taux de mobilisation de nos équipes. C'est une saine pratique de gouvernance. Si j'ai bien compris, parce que tu l'as expliqué dans une autre capsule, le taux de mobilisation, on le vérifie en faisant un petit sondage avec le personnel, un sondage anonyme sur comment ça va, puis ça peut être un outil qu'on peut mettre en place une fois, 2 fois par année, puis que le conseil d'administration reçoive des données qui ne sont pas influencées par la direction, puis il y a une lecture directe de l'état d'esprit. Bon, je te vois rire, mais... Je m'excuse, Stéphane, mais en fait, c'est parce que je pense à... J'ai eu un accompagnement où c'est la direction générale qui a sondé directement les employés. Puis là, ça sortait qu'elle était mobilisante, ça sortait que tout allait super bien dans l'organisation, puis pourtant, c'était le chaos total. Fait que je pense que tu abordes un bon point, mais effectivement, 1 ou 2 fois par année, je dirais même 1 fois par année, quasiment suffisant parce que si on prend le temps d'écouter nos employés, puis on prend proactivement les devants pour mettre en place ce qu'ils considèrent à améliorer, faut se laisser le temps. T'sais, il y a non seulement sonder, mais donner suite. Là, par expérience, aussi, moi, c'est rapide. Là.
C'est un peu ça, mais c'était un excellent point. Je m'excuse d'avoir ri, c'est parce que j'ai vécu. Non, j'ai vu le cas de figure aussi. Puis très souvent, c'est dans des. Je vais prendre mon chapeau de formateur en gouvernance. Là. Très souvent, c'est dans des organisations où il n'y a pas de comité de ressources humaines au sein du conseil d'administration. Donc, ce n'est pas une responsabilité clairement établie d'une entité du conseil de s'assurer qu'il y a un bon climat, que le staff est en santé. Puis souvent, quand ça se met à partir de partout, là, c'est une surprise, puis il est rendu trop tard aussi. Là. C'est ce que. Il y a des bonnes pratiques. Oui, tu es là pour nous parler des pratiques de ressources humaines, là, mais en même temps, il y a des bonnes pratiques de gouvernance à avoir pour assurer la rétention du personnel. Écoute, je te donne, ou je te demande, je te fais un gros merci, David, pour nous avoir orientés vers ces différents trucs, astuces et pratiques. Et pour tout le monde qui nous écoute, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'ai bien hâte de vous revoir dans une autre capsule. Merci, Stéphane. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.